On va passer tout de suite à la deuxième rencontre. Là, l'idée, c'est vraiment voilà, d'enchaîner un peu les discussions. Et pour cette deuxième rencontre, animée par Jean Z, on l'a titré « Façonner ou subir les joueurs face à la nature ». Alors sans divulguer ce qui va se dire, on va essayer de réfléchir plutôt à des questions voilà, qui ont été évoquées avec Eric, de gameplay et de la position dans laquelle est placé le joueur quand il se retrouve à jouer avec, contre ou en utilisant la nature. Et donc on a le plaisir de recevoir pour cette table Fanny Vérax et Vincent Péquignot. C'est à toi, Jean. Bonjour. Je salue les êtres humains du présent et du futur aussi en streaming, puisqu'ils ont aussi le plaisir effectivement de nous écouter, de nous voir, enfin j'espère en tout cas le plaisir de nous écouter, de nous voir sur Facebook et de nous suivre. Donc bienvenue à eux, et puis une salutation à ceux qui nous regarderont en replay, parce qu'on les oublie toujours, mais enfin bon, voilà, ils vont peut-être venir et découvrir aussi ces tables rondes. Merci Erwan, c'est très sympa. Il y a une vraie solidarité, je ne sais pas si vous notez, une solidarité dans ces tables rondes, c'est-à-dire qu'on s'entraide, c'est peut-être un message aussi à distiller. Donc façonner ou subir les joueuses et joueurs face à la nature. Il y aura une autre table ronde que j'aurai le plaisir d'animer et qui sera peut-être sans doute plus sur le même sujet, mais pas côté joueur, on va dire plutôt côté production de jeu. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du gameplay, des supports hardware, du support informatique, qu'est-ce que ça veut dire pour le bilan environnemental. Nous, on va s'occuper ici même plutôt des joueuses et des joueurs et leur rapport finalement au jeu et ce rapport à la nature. Est-ce qu'on subit, est-ce qu'on façonne, est-ce qu'on est avec. La nature est un décor privilégié du jeu vidéo. Depuis toujours, on peut citer un jeu américain de 1971, c'est pourtant un jeu textuel, mais la nature est présente. Ce jeu, c'est Oregon Trail, donc un jeu où des colons américains tentent de rejoindre l'ouest du continent, et où la nature est une souffrance, là, pour le coup, puisque c'était un vrai jeu de survie, et la mort était souvent, malheureusement, au tournant de ce jeu, et qui existe toujours, d'ailleurs. C'est une franchise, une saga qui existe toujours, et qui est arrivée, d'ailleurs, sur mobile, il y a assez peu de temps. Alors, le jeu a évolué, hein, c'est plus uniquement du texte, mais voilà. J'aimerais vous demander, Fanny Vérax et Vincent Péquignot, d'abord, avant peut-être de présenter votre travail, c'est quoi votre rapport à vous, personnel, à la nature, Fanny ? Ouais. Oui, bonjour. Oui. Je vais répondre, oui. Mais avant, je voudrais juste dire, je suis très contente d'être ici. Je ne me considère pas moi-même comme une experte en jeux vidéo. Donc ça me paraissait important de le dire. Je suis une gameuse et par ailleurs je suis philosophe dans la vie, et donc de temps en temps j'écris des choses en tant que philosophe sur les jeux vidéo, mais c'est pas du tout mon domaine d'expertise principal. Et voilà, si je dis des bêtises, vraiment c'est... ce sera ma faute uniquement. Mon rapport à la nature... Alors, si je vous faisais une réponse de philosophe, je vous dirais que... C'est une colle, ça, je crois. J'ai l'impression, le rapport à la nature, je vous ai posé une colle. Là. Non, c'est ça pas peut être ça. Un rapport lointain, vous pouvez être citadine, il n'y a pas de honte à avoir. Je vous dirais que je suis sensible aux arguments... qui propose une valeur intrinsèque de la nature, mais je pense que l'urgence écologique est telle que ça me va qu'on se contente d'une valeur instrumentale pour protéger, agir aujourd'hui, et que je pense qu'on n'a pas besoin d'être d'accord tous ensemble sur une valeur intrinsèque de tous les êtres vivants. On peut par ailleurs le penser, mais que même si on n'est pas d'accord là-dessus, la valeur instrumentale est suffisante pour que ce soit une urgence politique. Vincent Péquignot, vous êtes fondateur, CEO de Gamabilis. On va parler d'un jeu au long... rapport à la nature, non ? Oui, mais j'allais y venir. On va parler beaucoup d'un jeu qui s'appelle Roots of Tomorrow et qui, évidemment, prend la nature, alors là, pour le coup, pas seulement pour décor. Quel est votre rapport à vous à la nature ? Est-ce que c'est un rapport... Je vais faire le même introduction que Fanny, je vais peut-être décevoir, mais alors moi, je suis tombé assez tardivement dans la marmite des jeux vidéo, en tout cas en tant que producteur, il y a 5 ans. Et donc, ce que je vais raconter, ça tient beaucoup aux échanges que j'ai avec mon associée Marianne Tostivin, qui est la réalisatrice du studio, donc Gamabilis, et qui donc, avec lequel je travaille depuis 5 ans. Alors, mon rapport avec nature, c'est un rapport avec
en fait, l'alimentation. Moi, j'aime beaucoup la cuisine. Au départ, j'ai créé le studio pour faire des jeux sur la cuisine et l'alimentation. Et en fait, comme souvent pour les cuisiniers, c'est un rapport au produit qui vient de la nature. Voilà ce rapport personnel que j'ai. Donc c'était pas une colle, c'était vraiment pour une introduction finalement à ce sujet parce que parfois on a des rapports compliqués avec cette nature et parfois on a des rapports très simples, très faciles avec elle. Façonner ou subir. Quand on a préparé Fanny la table ronde, vous me disiez que ça soulevait effectivement cette éternelle question nature-culture et cette espèce de remarque parentale qui est qu'est-ce que tu fais encore devant un jeu vidéo, va plutôt dehors. Alors normalement c'est jouer avec les copains, mais enfin il y a quand même aussi l'idée d'aller dans le départ. Est-ce que se rejoue ici finalement dans l'intitulé ce vieux combat nature-culture? Alors je crois oui qu'il y a beaucoup de conflits, y compris générationnels, autour du jeu vidéo, où en fait se joue l'éternel débat entre nature-culture, nature-technologie, humain, non-humain, etc. Et moi, alors, déjà, ça m'agace toujours un peu quand on parle du jeu vidéo, parce que voilà, si vous êtes là, c'est que vous le savez, il y a autant de genres, c'est très divers. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose de jouer à GTA et de jouer à Roots of Tomorrow. C'est pas tout à fait la même expérience pour le joueur, c'est pas la même vision de la nature et des humains, etc., et des non-humains. Moi, il y a un type de jeu, par exemple, que je trouve toujours très intéressant, c'est ce qu'on appelle les God Sims, donc les jeux où on incarne Dieu, finalement, parce qu'on est l'univers, donc il y en a pas mal maintenant. Et ce truc d'incarner Dieu, ou de créer l'univers comme si on était Dieu, moi, ça me fait toujours penser, vous savez, dans Descartes, si vous vous rappelez vos cours de philo de terminale, il y a ce moment où on dit, tiens, l'objectif de l'humain, c'est de devenir... il dit pas l'objectif de l'humain, il dit, on va se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et à une époque lointaine de ma vie où je donnais des cours de philo, les étudiants souvent oubliaient ce « comme ». On va se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et retenez, on va se rendre maître et possesseur de la nature. Ce « comme », il est très important, parce que pourquoi Descartes écrit ça? Descartes, il écrit à une époque où c'est une hérésie totale de dire « on va faire comme Dieu », c'est pas possible. Donc dire « on va se rendre comme maître et possesseur de la nature », c'est dire « on va faire un peu comme Dieu, mais en restant à notre place d'humain ». D'accord ? Grâce à la technique, parce qu'en fait c'est ça qui veut dire, c'est grâce au progrès scientifique et technique, on va faire un peu comme Dieu, mais en restant à notre place d'humain. Or justement, avec les God Sims, je pense à des jeux comme Everything, je pense à des jeux comme Universim, je pense même au Doodle par exemple, qui est un petit jeu, mais qui est une forme de God Sim. Et ben en fait, on n'est pas juste comme maître et possesseur de la nature, c'est vraiment dans le jeu vidéo, on est Dieu, quoi. Je signale aussi que vous êtes une grande passionnée de civilisation. Hein. C'est parce que vous dites que vous n'êtes pas gameuse, mais enfin, 20 ans de civilisation, ça peut vous faire rentrer dans la case gameuse assez facilement. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Roots of Tomorrow, peut-être une présentation avant d'aller un peu plus loin sur cette idée de nature-culture et de façonner ou subir. Oui, alors avant de parler de Roots of Tomorrow, c'est aussi plus globalement la ligne éditoriale du studio. Elle est dans ce rapport nature-culture. Ce que l'on fait en bon français, le terme est le Game for Change. C'est une manière d'apporter, de parler du changement, des comportements, de la posture, du regard. Des uns et des autres, des uns envers les autres, des uns envers la nature. C'est ça ce que l'on porte, nous. Hein. Donc, on a réalisé une dizaine de jeux sur ces différents thèmes qui apportent toujours cette vision-là. Alors, Roots of Tomorrow, c'est inspiré de civilisation. J'espère que tu as remarqué puisque tu m'as dit que tu avais regardé le jeu. C'est vrai que dans le domaine... Alors, c'est un jeu agricole, c'est un jeu qui parle d'agriculture. Alors, c'est presque un type de jeu, le jeu agricole. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a de très différents. Il y a bien sûr Farming Simulator. Alors, Farming Simulator, moi je dis souvent, c'est pas un jeu agricole, c'est plus un jeu de tracteur, mais en tout cas, ça parle quand même d'agriculture. Pour ceux qui ont découvert Facebook dans les premières années, il y a eu bien sûr ce jeu Farmville. Et donc, dans l'ensemble de ces jeux, on trouve finalement deux places de la nature. Une place où la nature est tout simplement absente, parce que en fait, c'est tellement
c'est tellement gamifié, j'allais dire, dans Farmville qu'on ne voit plus vraiment la nature. En fait, il y a des petits personnages, il y a des petits animaux, il y a des choses, mais il n'y a pas un rapport à la nature, on est très très loin de la nature réelle. Ou bien elle est maîtrisée, comme je disais. Donc ça, c'est Farming Simulator. Farming Simulator, les créateurs n'ont pas cherché à comprendre comment fonctionnait forcément une exploitation agricole. Ce n'était pas leur truc. Ils voulaient faire vraiment un jeu très fun où on se projette dans une exploitation agricole. Donc on a un peu ces deux types de jeux. Là, la nature, elle est maîtrisée, un peu écrasée quand même. Et puis il y a l'autre côté où elle est complètement absente. Et donc nous, on a fait Roots of Tomorrow, où la nature a un rôle. C'est-à-dire que dans l'évolution du score du joueur, il y a cet échange avec la nature, il y a des indicateurs. Donc c'est un jeu qui est assez complet, et bien sûr ça se veut réaliste. Donc dans une exploitation agricole, il y a aussi un élément économique, il y a un élément social. Économique, il faut que l'agriculture puisse en vivre. Social, il faut que ça donne à manger à la population, c'est quand même aussi le but de l'agriculture. Et puis il y a l'aspect environnemental, où finalement... c'est un des objectifs du jeu, c'est cette relation à la nature. Donc c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie, ça regroupe beaucoup de techniques agricoles qui, pour résumer, essayent de donner un autre rapport au vivant, simplement, dans l'agriculture. Voilà. On parlera peut-être plus longuement autour des ressources épuisables ou inépuisables, peut-être par rapport à Roots of Tomorrow, seulement cette relation au vivant. Mais Fanny, est-ce qu'il y a c'est quoi généralement le rôle de la nature dans les jeux vidéo? C'est un rôle, un second rôle, c'est un personnage central, mais on va dire c'est un dieu, c'est le similaire de Dieu, c'est un truc inépuisable, c'est une idée. Et en fait, finalement, c'est une idée, mais c'est pas quelque chose de très physique, enfin de très réel, en tout cas de très vivant. Voilà, puisque c'est une idée, c'est quelque chose d'éternel, d'inépuisable, etc. Quelle est la vision que donne le jeu vidéo de la nature aux joueurs, aux joueuses? Alors là encore, clairement, ça dépend des jeux vidéo. Mais il me semble qu'on peut identifier deux grands types de rôles. Il y a les jeux, on va dire, d'exploration au sens large, les jeux de simulation, exploration au sens large, les walking simulators, les simulateurs de marche, on ne le dit pas en français, mais voilà, où la nature peut être alors soit juste un élément du décor, mais souvent elle est assez présente. Alors il y a plus ou moins d'interaction, il y a plus ou moins de complexité, il y a plus ou moins de détails, mais on est souvent dans un rapport assez esthétique et assez émotionnel à la nature, pas toujours, mais en général c'est ça qui prime. Et donc je dirais c'est un type de jeu qui fait surtout appel aux émotions du joueur, à sa capacité à ressentir ce qu'il est en train d'explorer. Et puis il y a un autre type de jeu qui fait plutôt appel à la raison du joueur, qui sont des jeux de gestion, de stratégie. Alors dans l'échange tout à l'heure, on parlait de jeux surplombants. Moi je dirais pas forcément que ces jeux sont surplombants, mais en tout cas effectivement ils font beaucoup moins appel aux émotions du joueur. Ils font appel à sa capacité à gérer, à anticiper, mais parfois ça peut être avec d'excellents résultats. Et typiquement Roots of Tomorrow, je le calerais clairement. Je le mettrais très clairement dans cette deuxième catégorie des jeux qui font appel à la raison plutôt qu'aux émotions du joueur, avec un gameplay, effectivement, on retrouve des éléments de Civilization avec un arbre technologique, un arbre de recherche, etc. Et moi, je pense que les deux types de jeux sont nécessaires, en fait. Déjà, ça ne s'adresse pas tout à fait peut-être aux mêmes joueurs, et puis peut-être pas au même moment. Et puis, je dirais surtout que cette dichotomie, en réalité, elle reflète une opposition qui traverse le champ de l'écologie politique depuis 30 ans, qui est de savoir, mais pour convaincre de l'urgence climatique, de l'urgence écologique, est-ce qu'il faut diffuser des rapports du GIEC ou est-ce qu'il faut diffuser des vidéos d'animaux en difficulté? C'est une vraie question. Et pour moi, le jeu vidéo reprend en fait ce combat qui traverse l'écologie politique, savoir qu'est-ce qui est le plus utile, quel qui est le plus efficace. Mais je pense que les deux sont très importants. Voilà, donc je ne ferai pas de hiérarchie entre ces deux types de jeux. Alors moi, je rejoins tout à fait ce que tu dis. C'est vrai que donc Roots of Tomorrow, c'est un jeu de simulation et de stratégie. Donc on fait appel à la rationalité. C'est un jeu qui a été développé avec des scientifiques, il y a des agriculteurs, avec les instituts techniques des filières, avec l'INRAE. On a essayé de mettre un aspect un peu, pas uniquement rationnel, mais émotionnel, dans la création d'une direction artistique qui est stylisée. Alors, il faut être honnête, c'est aussi parce qu'on n'a pas les moyens de faire de l'hyper-réalisme comme dans Farming Simulator, mais on s'est dit qu'avec les moyens qu'on avait, on allait donner cette vision un peu stylisée. Donc, il y a eu beaucoup de débats avec nos partenaires, notamment nos amis bretons, qui trouvaient qu'on donnait une image de la Bretagne avec un peu trop de brume. Sensibilité pour la Bretagne. Mais pour
pour mes game artistes, on a vraiment travaillé cette direction artistique. Donc à la fois, elle est réaliste parce que les bâtiments ressemblent à des bâtiments bretons. Enfin, on a des fermes qui sont localisées en France, donc ça peut être la Bretagne, ça peut être la Provence, etc. Et on a essayé de donner quand même une image de la nature, que la ferme qu'on représente est inclue dans la nature. Donc il y a des animaux qui vont passer, et pas uniquement le bétail, il y a des animaux, il y a des animaux sauvages, il va y avoir la neige, il y a les saisons. Et donc on a essayé d'avoir ces deux aspects effectivement pour parler à des joueurs différents. Il y a des joueurs qui vont rentrer plus par l'émotion. Et ceux-là, on va leur faire découvrir le côté rationnel. Et puis, il y a des joueurs qui vont rentrer plus par le côté, entre guillemets, civilisation, simulation. Et ces joueurs-là, on espère leur faire découvrir l'aspect plus émotionnel de l'agriculture et de la nature. Le thème de la table ronde centre sur les joueuses et les joueurs. Qui sont les joueurs, finalement, de Roots of Tomorrow? Enfin, à qui vous vouliez parler en premier lieu? Est-ce que ce sont déjà des gens sensibilisés, j'allais dire, à ces questions, à cette écologie politique? Est-ce que c'était principalement eux? Les premiers joueurs qui arrivent, les premiers qui nous ont soutenus quand on a fait une campagne sur Ulule et quand on a commencé à communiquer, c'est déjà des joueurs qui étaient sensibilisés par le sujet. Ce sont des personnes qui soit s'intéressent à l'agriculture pour leur alimentation, s'intéressent à l'agriculture pour le rapport à la nature et au climat. Voilà. Donc nous, notre enjeu maintenant, donc le jeu sort courant octobre dans sa version 1, et notre enjeu, c'est d'aller au-delà, bien sûr, de ces finalement passionnés d'écologie et d'agriculture, et d'aller convaincre, d'aller faire jouer d'autres joueurs qui vont rentrer pour le jeu, pour le gameplay, pour le côté farming qui plaît à beaucoup de joueurs, et à qui on espère faire découvrir ce qu'est les transitions agricoles, à la fois le côté optimiste, parce qu'il y a un côté optimiste, on peut changer l'agriculture et ça peut avoir un impact favorable sur l'environnement, et puis le côté aussi complexité. Donc on veut aussi dire que la transition, ça ne va pas se faire comme ça, c'est des longues périodes, c'est des choses un peu complexes. Vous avez gardé quand même une ressource inépuisable parmi toutes, c'est l'eau. Alors, pour quelle raison? Alors, on avait dit que c'était une question de coût. Le Roots of Tomorrow est un jeu indé, donc il s'inscrit dans un budget autour de, je crois, de 500 000 €. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire et puis qu'on ne peut plus faire au niveau de la production parce que l'argent, il n'y en a plus. Et voilà, donc il faut sortir le jeu. Mais est-ce que cette considération finalement autour des ressources, est-ce que ça comptait tout de suite dans l'élaboration du jeu? Oui, parce que bon, c'est vraiment la réflexion qu'on a sur l'agroécologie. Ça inclut ce qu'on appelle les externalités effectivement de l'exploitation agricole. Donc dans les conditions de réussite du jeu, c'est 3 critères qui sont synthétisés. C'est ce qu'on appelle la multiperformance, l'économique, le social et l'environnemental, je le disais tout à l'heure. Mais derrière, il y a 11 indicateurs. Et dans ces indicateurs, il y en a plusieurs qui concernent bien sûr l'impact environnemental, comme la biodiversité, comme la consommation énergétique, etc. Et donc on a fait ce choix de mettre en valeur certains aspects, comme la biodiversité, comme la consommation d'énergie, et on a moins mis en valeur l'aspect consommation de l'eau. Et donc c'est vrai que du coup, c'est un peu faussé. Alors il y a l'aspect budget, puis il y a l'aspect simplification. Je crois qu'on en parlait dans la table ronde précédente. Le talent de mon associé Marianne Tostivin, c'est d'avoir écouté des chercheurs, notamment notre directeur scientifique Christian Huyck, qui est quelqu'un qui connaît absolument tout ce qui se fait en recherche agronomique en France, et d'en avoir fait un jeu qui est jouable par tout un chacun, y compris par mon fils de 10 ans. Et donc, il fallait faire certains raccourcis, certaines simplifications, et à un moment, on a fait ce choix-là. Bon, après, c'est un jeu qui est destiné aussi à évoluer dans l'avenir, et cette thématique de l'eau, on aimerait bien l'intégrer dans les prochains mois. Mais ça demeure une préoccupation en se disant on peut faire une image, on peut faire une mise à jour, et peut-être, non pas améliorer le jeu, mais le transformer. Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un jeu en scénario aussi. Donc là, on sort un scénario, je le citais, sur la Bretagne. Et donc, on a déjà 2 autres scénarios, un en Provence, un en Grottesque, qui sont en cours de production. On a signé pour en faire un en Normandie aussi. Et on fera un en agriculture urbaine. Donc, il va y avoir des scénarios qui vont sortir tous les 3-4 mois, en tout cas dans la prochaine année. Et
ça sera aussi l'occasion de creuser, d'investiguer, aussi de recueillir les retours des joueurs. Hein. Il y aura des agriculteurs, on sait que les agriculteurs aiment bien les jeux agricoles, ça peut paraître surprenant, mais ils aiment bien les jeux agricoles, donc ils vont nous faire des retours, dire ça je comprends, ça je comprends pas, ça me paraît pas réaliste, et c'est là-dessus qu'on va aussi continuer à améliorer le jeu. Fanny, est-ce que ça peut transformer, est-ce que les joueuses et joueurs peuvent transformer quelque part ces jeux? Vous parliez d'écologie politique, est-ce que dans le sens inverse, on refera le chemin dans l'autre sens dans quelques minutes, mais dans le sens inverse, qu'est-ce que ça peut pousser finalement les développeurs à se dire il y a quand même un marché, il y a un truc, quoi. Il y a des gens, donc il y a un marché, donc hein, si je simplifie. Oui, très clairement, je pense que le rapport est dialectique. Les joueurs sont transformés par le jeu et le jeu est transformé par les joueurs. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de développeurs maintenant qui font un accès anticipé, parfois pendant assez longtemps. C'est le cas de Roots of Tomorrow. Ça a été le cas d'un jeu aussi qui s'appelle Seeds of Resilience, donc les graines de la résilience, qui a été en accès anticipé pendant hyper longtemps. Là, pour le coup, peut-être un peu trop longtemps, parce qu'on a un peu perdu patience. Mais quand des jeux sont en accès anticipé sur Steam pendant 1, 2, 3 ans parfois, évidemment que les joueurs transforment le jeu, évidemment. Au sens inverse, on dit il y a le verbe subir dans le titre. Est-ce qu'on a subi, je veux dire, peut-être trop longtemps, bien justement cette idéologie d'une planète aux ressources inépuisables, finalement plus que façonnable, on va dire. Là, effectivement, on était Dieu, quoi. Enfin, en quelque sorte, il y avait c'était nos limites. Mais cette philosophie me semble quand même perdurer. SimCity, même si c'est un constructeur de villes, il commence par la nature. La nature est un vague support. Pas ni plus ni moins qu'il faut le bétonner et mettre des parcs, quoi. Là, Jean, vraiment, vous me tendez une perche trop énorme pour que je la prenne pas et que je vous parle pas en détail de Civilization. Donc, Civilization, ça fait 30 ans que ça existe. Hein. Là, on en est au 6e opus. Il y a plein de DLC, donc ils rajoutent des choses. Et alors moi, j'ai commencé à jouer adolescent, donc c'était le 2. Donc, ça fait 25 ans que je suis les évolutions de Civilization. Et je trouve qu'encore une fois, l'évolution de ce jeu, qui est quand même un des 10 ou 15 jeux les plus joués au monde, voilà, donc on parle de quelque chose qui a impacté des centaines de milliers de joueurs, quoi, voilà, dans leur vision de la nature et de la gestion des ressources. L'évolution du jeu montre bien le changement de rapport à la question des ressources, à la question de la nature. Pendant longtemps, effectivement, les ressources étaient totalement inépuisables. Il y avait la question de la pollution qui est apparue dans le 2. Il y a eu la question de la catastrophe nucléaire qui était une vraie question, etc. Bon. Et puis, à un moment, ils ont eu une vision quand même assez noire de l'avenir, ce qui fait que la seule façon de développer sa civilisation, c'était d'aller ailleurs, donc dans l'espace ou sous l'eau. Et puis après, il y a carrément un Civilization Beyond Earth qui est sorti, donc qui se passait uniquement dans l'espace, parce que, et d'ailleurs, la petite vidéo qui introduit le jeu, c'est on a tellement pourri la Terre, on peut plus y habiter, on va tous aller dans l'espace. Super. Dans le 6, en revanche, il y a un DLC qui s'appelle Gathering Storm, qui prend en compte la question des négociations climatiques avec une sorte de congrès mondial qui ressemble à l'ONU, en fait, voilà, qui prend en compte la possibilité d'immersion des terres, qui prend en compte le fait que certaines ressources ne sont pas inépuisables, voilà, qui prend en compte plein de choses, les crues des fleuves, enfin, ça va assez loin, en fait, dans le machin. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu il y a 10 ans, en fait. Bien sûr que Civilization reste un jeu de stratégie et de conquête. D'ailleurs, petite anecdote, vous savez, on dit que c'est un jeu 4X, enfin, ça fait partie de ces jeux de stratégie 4X, donc exploration, expansion, exploitation, extermination, les 4X des jeux de stratégie, de grandes stratégies comme ça. Et moi, quand j'étais plus jeune, je savais que j'aimais les jeux de stratégie 4X, c'est-à-dire je savais que ça s'appelait comme ça parce que sur Steam, il faut cliquer sur 4X, mais je savais pas que ça avait ce sens-là, en fait, 4X. Je pensais que c'était, 4 pixels, enfin, je savais pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire. Et j'ai découvert ensuite que ça avait ce sens-là. Et il me semble que si on regarde l'actualité des jeux 4X, en fait, typiquement sur Civilization 6, mais sur d'autres, en fait, il n'y a plus que le côté exploration qui lui, n'a pas disparu. On peut tout à fait aujourd'hui passer 20 heures sur une partie de Civ 6 sans avoir d'extermination et en ayant un rapport en réalité beaucoup plus respectueux dans un sens très large. Voilà. Est-ce qu'on peut échapper quand même à ce modèle expansionniste Est-ce qu'il est difficile d'y échapper? Quand on conçoit un jeu, quand on développe un jeu, est-ce que même il est difficile de se dire l'eau, vous n'y avez pas échappé, Est-ce qu'il est quand même difficile d'échapper tout à fait à ce modèle-là?
Alors, vraiment, nous, ce qu'on cherche à dire en termes de modèle dans ce jeu Roots of Tomorrow, c'est justement qu'il y en a plusieurs. Et donc, le joueur peut choisir un modèle où il va plutôt faire croître son exploitation, parce que ça fait aussi partie des enjeux de l'agriculture française, parce que comme il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a forcément une tendance que les exploitations augmentent de taille. Mais on peut aussi décider de réduire la taille de son exploitation et de partir vers une autre stratégie, par exemple de diversification. Donc, par exemple, dans le scénario qui se passe en Provence, on peut faire du camping à la ferme, on peut cultiver la lavande, en plus de l'exploitation qui est de l'élevage de moutons. Donc il y a vraiment ces différents, et comme c'est un jeu par scénario, et comme c'est un jeu aussi comme situation auquel on peut rejouer, on peut très bien de temps en temps essayer de pousser au maximum, de dire tiens, je vais faire la plus grande exploitation possible, qu'est-ce que ça donne, et inversement, je vais faire l'inverse. Et donc c'est aussi pour ça que ce jeu, il va être proposé dans l'enseignement, pour que justement les enseignants puissent faire réfléchir leurs étudiants sur ces différentes stratégies d'évolution. Et par exemple, faire jouer une partie de la classe sur une stratégie qui est celle d'optimiser, de maximiser le résultat économique de l'exploitation agricole, et l'autre, bien sûr, faire maximiser par exemple l'impact environnemental. Et bien sûr, la réflexion, c'est d'aider les agriculteurs, les futurs agriculteurs, à trouver leur voie d'équilibre entre ces différentes solutions. Mais comme disait Fanny, on ne sait pas ce qu'ils en feront, les joueurs. Nous, on a fait un jeu, comme je disais, c'est un jeu à impact. Nous, on a créé le jeu pour essayer de changer le regard du grand public et sur l'agroécologie, sur l'agriculture, et aussi pour que les agriculteurs aient envie d'y aller. Mais maintenant, ils vont prendre le jeu et on va voir ce qu'ils vont en faire. On a déjà eu des surprises comme ça dans des jeux qu'on a réalisés, sur lesquels les joueurs, ils ont pris le jeu, ils en ont fait quelque chose d'autre, quelque chose qu'on n'attendait pas. Ça, vous l'attendez que d'être surpris, je veux dire. Maintenant, on a l'habitude d'être surpris. Est-ce qu'il y a, Fanny, est-ce qu'il ne reste pas à inventer? Alors, je ne sais pas si c'est le jeu de la décroissance, mais quelque chose qui serait à la fois un jeu vidéo, mais à la fois qui n'aurait plus de modèle expansionniste, tout en restant dans cette thématique. Et on en a parlé aussi dans la table ronde précédente, et c'est toute la complexité. Est-ce qu'il ne reste pas finalement à inventer, même si on a moult tentatives et moult expériences jusqu'ici? Si, Jean, tout à fait. C'est vrai que j'en profite parce que finalement, je passe assez peu de temps dans ma vie avec des développeurs de jeux. J'imagine qu'il y en a plusieurs aujourd'hui, donc je vais vous dire les jeux auxquels j'aimerais jouer. Donc, il y a effectivement sur le gameplay, moi je ne connais pas aujourd'hui, alors peut-être je passe pas assez de temps à jouer, c'est une vraie possibilité, mais je ne connais pas aujourd'hui de jeu qui sera un jeu de la décroissance, ou en tout cas déjà un jeu qui découplerait les indicateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit sur un jeu de stratégie, sur un city builder, même des jeux pourtant où on pourrait dire on est quand même très proche de la nature, un jeu comme Banished, on en parlait hier. Banished, c'est un chouette jeu à la fois de survie, de gestion de ressources. On reste sur des choses assez quelques centaines d'habitants qui construisent des cabanes en bois dans la forêt. On est sur rien. Mais n'empêche que à la fin, quand même, quand on joue, on a des villes de plus en plus grandes, on a de plus en plus d'impact sur l'environnement, on prélève de plus en plus de ressources et on reste sur ce modèle expansionniste. Donc effectivement, un jeu de la décroissance ou en tout cas de découpler des indicateurs. Donc par exemple, idée comme ça, je ne sais pas s'il y a des développeurs qui s'en emparent, un city builder où on partirait d'une ville et où on dirait ok, l'objectif c'est de pouvoir accueillir plus d'habitants, mais sans s'étendre, donc en densifiant, avec un jeu de densification urbaine plutôt que d'expansion, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, il faut acheter des nouveaux terrains pour étendre sa ville, et donc on est sur un étalement urbain, même dans le jeu vidéo. Ça, j'en connais pas. Par exemple, alors, il y avait Blockhood qui avait essayé un petit peu de faire ça, mais sur un autre mécanisme qui avait rien à voir. Donc voilà, ça, c'est une première idée pour les développeurs, si vous m'entendez. Et deuxièmement, je me permets, c'est très personnel, mais moi, j'adorerais pouvoir jouer à des jeux d'exploration, de walking simulators comme Firewatch par exemple. À chaque fois que je les commence pendant quelques minutes, je me dis mais ça a l'air tellement bien. Et donc simplement, moi, mais comme une grande partie de la population française, je souffre du mal des transports. Je ne peux absolument pas jouer à tous ces jeux parce que j'ai la nausée au bout de 3 minutes. La vue à la première personne, c'est ça? Ouais, tous les jeux de vue à la première personne, je ne peux pas y jouer. Et donc, si jamais il y a des développeurs qui trouvent une solution là-dessus, je serais tellement ravie de pouvoir y jouer. Est-ce qu'il y aurait un scénario rêvé pour Roots of Tomorrow qui pourrait jouer la limite, justement, qui
pourrait jouer totalement d'ailleurs avec les limites de la nature. Oui, alors nous, on a commencé à réfléchir à ça. Donc Roots of Tomorrow, c'est bâti sur 10 ans. Hein. C'est un tour par tour en 10 ans. C'est des tours de 2 semaines, donc ça fait 260 tours si on calcule bien en 10 ans. Et après, on s'est dit, on devrait penser à un scénario différent qui est 2050. Puisque 2050, on sait déjà l'impact minimum du changement climatique en 2050, puisqu'en fait, grosso modo, le CO2 qui a déjà été émis va impacter le climat en 2050. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de se projeter en 2050. Alors, bon, moi, c'est pas moi le concepteur, donc moi, ça me paraît une idée assez simple. Elle est un peu plus compliquée que ça, donc on l'a pas encore mis en œuvre. Mais c'est une manière d'aborder. Nous, on a envie de parler de climat, on a envie de parler de tous ces sujets. Pour l'instant, on ne s'est pas lancé dans un jeu purement sur le climat, parce qu'on reste effectivement bloqué par... c'est très abstrait. Et donc, on a du mal même à le rendre concret dans le jeu. Alors, si ce n'est pas concret dans le jeu, ça ne va pas attirer les joueurs. Et finalement, on s'est dit que parler d'agriculture, c'était une manière de parler de tous ces sujets-là. Parce que c'est concret, l'agriculture. Parce qu'on disait, en tout cas, moi, quand j'étais enfant, que la majorité des Français avaient encore des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs. Et donc, il y a quand même ce lien à l'alimentation, hein, bien sûr. Et donc, notre idée, c'est d'aborder finalement ces sujets, de rentrer par l'agriculture. Et on a parlé, je disais, biodiversité, on va parler climat, on va parler eau. Et donc, c'est une manière d'aborder ces différents sujets. Et voilà, et de créer l'impact. Donc, nous, notre objectif, c'est de créer l'impact. Alors, on ne veut pas juste le dire, on le mesure. Hein. On travaille avec une doctorante en socio-anthropologie qui s'appelle Hélène Birloez et qui fait donc sa thèse sur comment le jeu transforme les comportements des joueurs. Alors, le terme technique qu'on a utilisé, c'est la performativité du jeu. Alors, performativité, ça fait bien. La performativité, c'est quand le maire dit je vous déclare mari et femme. En fait, son verbe crée le fait que le mari et la femme sont mariés. C'est le verbe qui agit. Nous, on veut que le jeu vidéo agisse dans le monde. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement finalement que les joueurs passent un bon moment, ça c'est indispensable, qu'ils découvrent des thèmes de l'agroécologie, c'est bien aussi. C'est qu'est-ce qu'ils font après dans leur comportement qui vont amener à changer effectivement le monde qui nous entoure. Donc c'est vraiment cet impact sociétal qu'on recherche dans ce jeu, d'où le fait qu'il faille à un moment aussi se projeter dans le futur. Dernière question à vous deux. Finalement, le paradoxe dont on parlait au début, qui est de dire qu'est-ce que tu fais devant un jeu vidéo? Finalement, tu devrais plutôt aller dehors, bêcher et puis faire ton jardin. Est-ce qu'il y a un si grand paradoxe que ça ou pas? Quand je vais dans la nature de Red Dead Redemption 2, qui est une simulation de western, même s'il y a un scénario, on peut quand même aussi prendre le jeu littéralement comme une simulation d'un monde qui n'existe plus. Mais la question vaut pour Roots of Tomorrow. Je serai peut-être jamais agriculteur, mais peut-être que je toucherai quelque chose du doigt, de quelque chose de la nature, de cette production que je ne connais pas du tout. Alors, comment résoudre finalement ce paradoxe? Est-ce qu'il n'est pas possible il y aura des jeux qui montrent la nature de différentes manières. Est-ce que la manière de résoudre le paradoxe, c'est de la montrer différemment, cette nature? Peut-être plus vraie qu'elle n'est, c'est-à-dire plus limitée. Oui, alors effectivement, il y a deux paradoxes différents. Il y a ce parent inquiet qui voit son ado, il passe la porte et il voit qu'il est devant un écran qui représente une forêt. Et à juste titre, il peut se dire, mais qu'est-ce que tu fous à aller dans la forêt sur ton écran? Pourquoi tu ne vas pas dans la forêt à côté de la maison? Moi, je ne crois pas que ce soit contradictoire. Je pense que D'ailleurs, alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études sociologiques qui proposent des quantifications de pratiques de joueurs. Je ne suis pas sûre, par exemple... J'émettrais volontiers l'hypothèse de recherche selon laquelle les joueurs qui passent du temps dans la nature sur leur écran ont peut-être plus envie ou plus tendance après de passer du temps dans la nature une fois qu'ils sont plus sur leur écran. Enfin, en tout cas, ça me paraîtrait pas absurde d'imaginer ça. On l'a vu sur un autre critère qui est que les joueurs en fait qui font des jeux, des MMO, donc des jeux multijoueurs, développent plus de relations sociales que d'autres. Donc ils échangent in-game et ensuite ils échangent dans la vraie vie. Ça a été étudié. Ouais, tout à fait. Donc, l'IRL n'est pas forcément l'ennemi du truc. Et peut-être je terminerai du coup en illustrant par un exemple. Vous connaissez tous, j'imagine,
les Sims, le jeu de simulation, le jeu total les Sims. Dans un des derniers DLC, alors là je parle des Sims 3, il y a un trait de personnalité qui s'appelle le trait écolo. Et donc on peut faire un personnage qui a le trait écolo. Et donc j'ai testé qu'est-ce que ça fait si notre personnage est écolo. Et en fait c'est assez marrant parce qu'en fonction des interactions dans sa journée, donc il a des points un peu positifs de bonheur ou des points négatifs, quoi, ça le rend plus ou moins content. Et même moi, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'à un moment, je veux le faire aller en centre-ville et je clique sans penser. Et là, je vois moins 30 de bonheur. J'ai conduit tout seul. Quel gaspillage de ressources. Voilà. Et puis quand il jardine, à l'inverse, il a des points de bonheur parce que voilà. Et donc, par exemple, quelque chose comme ça, ça permet effectivement de tester une nouvelle identité, de dire bah, tiens, si j'étais écolo dans la vie, voilà, qu'est-ce que ça ferait? Ah ouais, ça me ferait ça. Et du coup, je finirai sur peut-être juste une dernière référence. En plus, j'ai commencé par Descartes, je finis par Amartya Sen, qui est un philosophe et un économiste d'origine indienne qui travaille aux États-Unis, qui a écrit un formidable petit livre qui s'appelle Identité et violence. Et sa thèse en une phrase, vous pouvez lire le livre aussi, mais en une phrase, c'est la violence émerge, la violence naît de ce que nous réduisons nos identités. Donc si effectivement je prends un exemple bateau, mais si je me considère uniquement comme palestinien et si je te considère uniquement comme israélien, on va avoir très peu de chances d'arriver à s'entendre. Mais si je me considère comme palestinien, dentiste, frère, fils, copain, joueur, etc., et que je vois toutes ces identités chez toi, on aura beaucoup plus de chances d'arriver à s'entendre. Et pour moi, le jeu vidéo, une des grandes vertus du jeu vidéo, c'est de nous faire adopter de multiples identités qu'on pourrait absolument pas avoir dans la vie IRL. Enfin, en tout cas, on pourrait pas en avoir autant. Et donc moi, je suis convaincu que c'est un vecteur non seulement plutôt pour diminuer la violence des interactions, pour augmenter la qualité des interactions avec les humains et avec les non-humains. Alors c'est super Fanny, donc on peut prendre rendez-vous pour une autre table ronde ensemble. En 2022, nous allons sortir un jeu uniquement sur le volet culture et sur le volet identité. C'est un jeu qui va parler de diversité et d'inclusion par l'angle justement des biais cognitifs qu'on peut avoir, notamment les stéréotypes, le conformisme, etc., et qui nous empêchent finalement d'accueillir la diversité des autres. Je ne parle pas du tout de la frange de la société, des gens qui sont vraiment sexistes, etc. Je parle de l'ensemble de la population qui va avoir certains comportements liés à des biais qui vont en réalité être potentiellement discriminants vis-à-vis en tout cas de réducteurs de la diversité. Et donc c'est justement cette idée, hein. On va avoir un enquêteur qui va voyager dans le temps et qui va découvrir des interactions, des identités différentes pour justement changer son regard, voilà, changer le regard sur la diversité. Donc ça sera notre projet de 2022. Avec plaisir. Très bien. On sera bêta-testeur alors peut-être. Est-ce que vous avez, donc sur cette question des joueurs face à la nature, est-ce que vous avez des questions à poser avant que Je vois une question au fond. Vincent Péquignot, j'avoue que je vous découvre un peu à cette occasion, parce que je ne vous connaissais pas avant. Et j'ai cru comprendre que vous travaillez dans le jeu vidéo depuis relativement récemment. J'aurais aimé savoir ce qu'il en est de partir. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'informations sur votre bagage. Qu'est-ce qu'il en est de partir, de se lancer dans le jeu vidéo et entre autres de se lancer sur un thème qui ne s'accorde pas forcément avec les canons de succès, avec des thèmes qui vont être les plus rentables. Est-ce que cela représente une véritable prise de risque et qu'est-ce que vous pensez que cela peut représenter vis-à-vis du média et qu'est-ce que vous pensez pouvoir rendre comme image du jeu vidéo comme moteur ou plateforme de transmission on parle ici de la question environnementale et de l'écologie. Qu'est-ce que vous pensez que le jeu vidéo peut apporter à l'échelle des joueurs? Et vous parliez effectivement du fait d'inciter d'une façon ou d'une autre les joueurs à avoir après l'expérience de jeu, éventuellement des interactions au sujet de leur expérience avec leur entourage, le monde qui les entoure. La première partie, donc, c'est donc pourquoi se lancer finalement dans un jeu vidéo qui effectivement ne répond pas au canon
financier, hein, on va dire le mot tout de suite direct, financier qu'il y a autour. Effectivement, ça fait moins pam pam boum boum. Et tout à coup, on met des limites à ce qu'on n'avait pas tellement, hein, ou pas trop, voire pas du tout. Donc pourquoi Il y a 5 ans, quand je me lance, j'ai envie de dire, comme souvent un entrepreneur, je me lance par égoïsme. J'ai une préoccupation, c'est de faire transférer les brocolis de l'assiette à la bouche de mes enfants, sans utiliser des méthodes de chantage ou de menaces. Voilà. Et donc ma passion, c'est, je le disais, c'était la cuisine. Et donc je me dis, j'avais envie de créer une boîte dans le domaine de l'alimentation. Et donc je me dis, il y a rien pour partager. Je vois que mes enfants jouent et il n'y a rien pour partager ce plaisir avec eux. Et donc j'ai créé un premier jeu qui est encore sur les stocks, qui s'appelle Feed Twip, où on nourrit un petit Tamagotchi qui s'appelle Twip. Et donc sur ce jeu, j'ai une étude d'impact qui démontre un impact de 100% sur un joueur, une joueuse en l'occurrence, ma fille qui a 6 ans. Donc elle a commencé le jeu a été créé quand elle était encore toute petite. Et pour ses 6 ans, je lui demande ce qu'elle veut manger pour son dîner. Elle me dit des concombres et des frites. Donc elle a parfaitement intégré le message de l'équilibre alimentaire grâce à mon jeu. Donc j'ai une démonstration, 100% des joueurs. Alors je dis ça parce que justement, je reviens à ce que vous disiez. En fait, j'ai eu des joueurs, mais j'ai pas eu de modèle économique, c'est-à-dire que je n'ai pas gagné d'argent avec ce jeu et avec les premiers jeux que j'ai fait sur l'alimentation. Et j'avais quand même envie de faire ce type de jeu. C'est aussi pour ça qu'on associé, Marin Tostivin m'a rejoint, pour faire des jeux à impact, des jeux où on raconte quelque chose. Mais évidemment, se pose le modèle économique. Donc ce que nous écrivons comme modèle économique, c'est effectivement d'aller chercher des partenaires qui ont quelque chose à dire sur ce sujet. Et qui sont donc prêts à investir de l'argent sur des projets comme cela. Parce que pour eux, finalement, sinon, ils investissent de l'argent dans un salon, dans une conférence, et en réalité, ils ne savent pas vraiment ce que ça leur rapporte. Là, l'avantage, c'est que nous, on va être capable de dire, il y a des joueurs, combien de temps ils jouent. On va être capable aussi, je le disais, avec les travaux qu'on fait de recherche, on va être capable de dire... quel est l'impact, qu'est-ce qui s'est passé chez les joueurs, etc. Et donc c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui intéresse aussi du monde. Et donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des jeux, effectivement, on essaye de faire des jeux, comme on a dit, là dans un style de jeu qui est connu. Hein, voilà. Et donc on a fait aussi on a fait des jeux narratifs, puisqu'on associe beaucoup ce type de jeu. Et donc on essaye d'être vraiment dans cette création de la scène indé française, qui est quand même très, très dynamique, et sur lequel il y a réellement un segment pour ces jeux, ces jeux impact. Et donc là, j'en parle, mais je ne suis pas seul, il y a d'autres studios qui abordent ces sujets-là, qui abordent ces thèmes, et donc je pense qu'il y a vraiment, un marché aussi. Voilà. Très bien. Fanny, Vincent, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous. Merci beaucoup. Je prédis, moi, un grand avenir économique au jeu qui arrivera à faire manger des brocolis aux enfants. Il y a des clients. Ça me fait penser, là, Charles, si tu veux t'avancer vers nous pour la présentation. Esteban, excuse-moi. Ça me fait penser, moi je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Erwan, on avait accueilli l'an dernier, je crois, sur le dernier forum du jeu vidéo, les créateurs de Seed of Resilience, qui avaient justement fait un jeu qui était un jeu de gestion où il fallait prendre en considération l'environnement écologique et gérer de façon durable son île, sinon on s'effondrait comme les Mayas ou les Aztèques. On va faire une toute petite interstice dans notre programme de rencontre et j'ai le plaisir là, de recevoir Esteban. C'est pour nous un moment important. Esteban va vous parler de l'OMNSH. C'est un partenaire maintenant de longue date du festival, en particulier de cet événement. Vous verrez pourquoi ils nous accompagnent dans la construction de ces rencontres et mettent à notre disposition leur important réseau. Et donc voilà, je te laisse présenter. Merci beaucoup. Je vais tout de suite en profiter pour te dire merci à toi et puis à l'ensemble des organisateurs, organisatrices pour ce festival, cette belle journée. Et puis aussi pour toutes les activités que vous mettez en place à la BPI pour vulgariser, populariser le jeu vidéo auprès de tous les publics. Et ça, c'est toujours quelque chose d'important et qui nous tient à cœur.
au niveau de mon association, donc l'OMNSH, dont je vais vous parler vraiment pendant 5 minutes jusqu'à la prochaine table. Pourquoi ce type de journée est important pour nous? Eh bien parce que l'OMNSH, donc l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, c'est aujourd'hui en France l'une des plus vieilles associations de chercheurs et de chercheuses qui porte sur l'étude des jeux vidéo et puis maintenant aussi des réseaux sociaux, des objets numériques, etc. etc. Et donc l'OMNSH, cela fait maintenant 20 ans que l'on travaille à populariser le jeu vidéo, les recherches sur les jeux vidéo, entre autres. C'est aussi important, ce type de journée, que ça se produise à la BPI. En fait, c'est aussi important parce que là, nous sommes aujourd'hui en 2021. Nous avons des jeux comme Roblox où il y a quelques 40 millions de joueurs par jour, mais cela n'a pas toujours été le cas. Et en fait, quand l'OMNSH s'est créé, eh bien, on était dans une situation bien plus complexe pour faire entrer le jeu vidéo dans les médiathèques, dans les bibliothèques, mais également à l'université. Et donc, en fait, le premier rôle de l'OMNSH, ça a été en fait finalement de fédérer cette recherche française, francophone, sur les jeux vidéo. Et pour fédérer cette recherche, pour parler de cet objet de recherche, en fait, très vite également, l'OMNSH s'est présenté comme une interface dans le but de discuter avec des partenaires, comme c'est le cas aujourd'hui avec la BPI, mais avec d'autres partenaires institutionnels, avec des universités, avec des festivals. L'objectif étant bien sûr toujours de promouvoir les recherches sur les jeux vidéo, de pouvoir aussi être directement au contact de parents parfois inquiets sur les pratiques de leurs enfants, etc., etc. Et donc notre objectif a toujours été d'apporter une parole scientifique au plus grand nombre. Et alors aussi, je ne vais pas non plus toujours m'étendre là-dessus, mais vraiment, ce qui est aujourd'hui, on a quand même aussi une petite actualité qui est assez chouette au niveau de l'OMNSH, puisque sur ces 2 dernières années, alors 2 dernières années qui ont été compliquées à bien des égards, en fait, on a quand même une actualité qui montre le fait que la recherche aujourd'hui en France sur le jeu vidéo, elle est très vivante. Elle est particulièrement active et notamment on a 3 ouvrages qui ont été produits par des membres de l'association, des ouvrages que vous avez peut-être déjà croisés, mais que je vous invite aussi à parcourir si ce sont des choses qui vous intéressent. Notamment, on a une histoire du jeu vidéo en France qui est une véritable petite mine d'or écrite par 2 auteurs, Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon, et qui retrace l'histoire, le développement, l'apparition du jeu vidéo en France. On a eu aussi cette année 2 ouvrages qu'on positionne aujourd'hui comme presque fondateurs précédents pour les recherches à venir, puisque nous avons eu La fin du game, qui donc est un ouvrage qui est la conclusion d'une des plus grosses études sociologiques sur le jeu vidéo depuis le début des années 2010 en France. Et donc qui interroge les pratiques des joueurs et des joueuses françaises. Et on a eu très très récemment aussi un dernier ouvrage, donc Racisme et jeux vidéo, écrit par Mehdi Derfoufi. Et donc ça, c'est juste à titre d'exemple pour montrer la pluralité des recherches qui sont menées au sein des 70 membres à peu près de l'association. Et bien sûr, même si là, il y a une focale qui se fait sur le jeu vidéo, l'objectif de l'association aujourd'hui est devenu très très divers, puisque forcément, aujourd'hui, l'objet jeu vidéo est de plus en plus légitime, mais aussi de plus en plus pervasif. Aujourd'hui, on s'intéresse également, comme je le disais, aux réseaux, aux pratiques numériques. Et donc aujourd'hui, l'OMNSH intègre un très très grand nombre de compétences et de travaux sur des questions qui vont aller, par exemple, du jeu vidéo jusqu'à la question des sexualités en ligne, en passant par les nouvelles formes de propriété qui existent à travers des objets numériques que l'on peut acheter et qui vont être considérés comme uniques, même tout en étant numériques, etc. Et donc c'est ce large panel aujourd'hui que je représente devant vous
devant vous pour cette journée. Avant de laisser le micro à la table ronde suivante, j'aimerais vous donner un dernier message sur, d'accord, voilà, je vous ai transmis quelques infos sur l'association, à quoi elle sert, ses enjeux, quelques-unes de ses productions, mais finalement, où sommes-nous, comment nous contacter et comment on peut aussi vous servir dans des projets, etc. Mais aussi, quelles sont nos missions actuelles. Donc actuellement, toujours, le MNSH a pour objectif de populariser toujours les recherches sur le jeu vidéo, mais elle a également l'objectif d'accompagner et d'aider au mieux les jeunes chercheurs et chercheuses. Donc, nous, nos partenaires aujourd'hui, c'est la BPI, c'est également des festivals comme celui du Stunfest, que l'on accompagne pour des missions de conseil scientifique. On accompagne également des médiathèques pour des interventions auprès d'écoles, auprès de parents, comme je le disais, auprès de toute personne intéressée par nos sujets. Et également, vraiment, si vous êtes jeune chercheur et jeune chercheuse, que vous vous intéressez aux jeux vidéo, aux réseaux, etc. Si également vous êtes des jeunes game designers ou tout simplement designers ou designeuses, eh bien n'hésitez pas à nous contacter également parce que l'objectif aujourd'hui de l'OMNSH, c'est d'apporter un réseau qui permet de se soutenir mutuellement dans une pratique de recherche, dans une pratique de design, etc. etc. Et je crois que je ne sais pas si j'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais je vais m'arrêter là maintenant. Et merci beaucoup pour votre temps d'écoute. Et je redonne le micro. Merci beaucoup.